Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguel, a adressé ses meilleurs vœux aux Djiboutiens à l'occasion de la fête Eid Adha. Toujours dans l'actualité nationale, annonçant deux fois sur toutes les frontières. Elle s'efface, où nous verrons en Arabie Saoudite, précisément à la Mecque. Et enfin, dans l'actualité internationale, les États-Unis opposent leur veto à un projet de résolution sécurité exigeant un cessez-le-feu. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, demain, le monde musulman va célébrer l'Eid al-Adha, une journée dédiée à la foi, au sacrifice et à la solidarité. Que cette fête soit source de paix, de bénédiction pour tous. Et c'est dans cette perspective qu'en ce jour sacré de l'Eid al-Adha, que le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguel, s'est adressé à la nation dans une allocution solennelle. Un message de fraternité, d'espoir et d'engagement pour l'avenir de notre pays. Découvre-le en exclusivité, son annonce officielle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa azim sultanihi. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك حيث تهب نسائم الخير والعطاء، نحتفي معا بحلول عيد الأضحى المبارك وبهذه المناسبة الدينية الجليلة. En ce jour béni où soufflent les brises de bonté et de générosité, nous célébrons ensemble l'arrivée de la Eid al-Adha, cette noble occasion religieuse. C'est avec joie que je m'adresse à vous tous en vous présentant mes plus sincères félicitations et mes vœux les plus chaleureux. Prions le Tout-Puissant de vous le faire revivre ainsi que notre cher pays et l'ensemble de la communauté islamique dans la prospérité, la réussite et les bénédictions. La Eid al-Adha nous rappelle les valeurs éternelles sur lesquelles repose notre noble religion, à savoir le sacrifice, la foi, la patience et la solidarité. Ce sont des valeurs dont nous avons plus que jamais besoin à une époque marquée par les défis et qui exigent la fermeté des principes et la sincérité de la détermination. En ces lieux empreints de grandeur, nous ne pouvons que saluer et féliciter les pèlerins sur le noble mont Arafat dans une atmosphère de piété et de supplication implorant la miséricorde de Dieu et recherchant son agrément. Nous demandons au Tout-Puissant d'accepter leur pèlerinage, de les ramener sains et saufs dans leur propre pays, pardonnés de leurs fautes et purifiés dans leur cœur. Il est en effet le Très-Haut, l'Audient, le Tout-Puissant est digne de répondre aux prières. Nous adressons également nos félicitations particulières mêlées d'amour et de prières à nos frères en Palestine résiliente, la terre d'Isra et de Mi'raj, qui affrontent avec une patience inébranlable la machine de la répression et de l'agression. À eux, nous adressons un salut empreint de fierté, un soutien indéfectible ainsi qu'une prière sincère pour que Dieu les protège, les soutienne et allège leurs souffrances jusqu'à ce que leur aspiration légitime à la liberté, à l'indépendance et à une vie sûre sur leur terre bénie se réalise. Chers citoyens et citoyennes, en ces jours bénis, nous nous souvenons de la grandeur du sacrifice et de l'esprit de responsabilité, renouvelant notre engagement à demeurer fidèles à cette patrie, œuvrant pour son rayonnement, travaillant avec l'esprit d'une équipe unie, attachée à nos valeurs et soucieux de construire un avenir meilleur pour nos enfants et les générations à venir. En cette occasion privilégiée, je renouvelle ma fierté à l'égard de chacun d'entre vous pour vos efforts sincères, votre conscience, votre appartenance et votre engagement. Vous êtes les piliers de notre pays et avec vous, nous accomplirons notre chemin avec confiance et détermination.
Je demande à Allah le Tout-Puissant de faire de cette Eid un jour de joie et de paix pour tous, d'accepter vos actes d'obéissance, de bénir votre temps, de nous pardonner à tous et de nous accorder la droiture dans nos paroles et nos actions. Un Eid heureux à chacun et à chacune d'entre vous. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur vous. Eh bien, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu, comme à l'accoutumée à l'approche de l'Eid al-Adha, des télégrammes de félicitations émanant de ses homologues musulmans lui adressant des vœux de succès et de réussite, ainsi que des souhaits de progrès, de développement, d'essor pour le peuple djiboutien. Dans leur message adressé au président Guelleh, nombreux sont les dirigeants musulmans à rendre un vibrant hommage à la République de Djibouti, qualifiée de havre permanent de paix et de quiétude. Puisse Dieu Tout-Puissant continuer d'entourer sa baraka, la République de Djibouti, dans sa quête soutenue pour assurer un relais efficace des échanges entre cette région du monde et les autres espaces géographiques et économiques, peut-on lire dans certains de ces télégrammes reçus par le chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avait lui aussi, à l'occasion de l'Eid al-Adha, adressé des messages similaires à ses homologues musulmans ainsi qu'à leurs peuples respectifs. Je vous prie de recevoir mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur, ainsi que ceux de bien-être, de prospérité et d'épanouissement pour votre peuple, avait notamment écrit le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans chacun de ses télégrammes. Il avait surtout mis à profit ses correspondances pour exprimer l'espoir d'une décrue significative des tensions et des conflits enracinés dans notre monde, alimentés par des disparités culturelles, identitaires et religieuses. Direction l'Arabie Saoudite, où je vous ai dans le titre, à Arafat, les pèlerins djiboutiens au cœur des rituels les plus sacrés du Hajj. En ce 9e jour du mois de Dhul Hijjah, des milliers de pèlerins venus du monde entier, dont plusieurs centaines de Djiboutiens, se sont rassemblés sur la plaine d'Arafat, marquant l'un des moments les plus spirituellement intenses du pèlerinage musulman. Sous un soleil brûlant et dans une atmosphère empreinte de recueillement, les pèlerins djiboutiens vêtus de l'habit blanc ont levé les mains vers les cieux. À Arafat, point culminant du Hajj, ils ont prié, invoqué et demandé pardon à Dieu. Une halte essentielle dans leur quête de purification et de renouveau. Dans la ferveur et l'humilité, nos compatriotes ont exprimé leur allégresse, leur gratitude et leur immense fierté d'être présents ici au cœur de l'un des plus grands rassemblements du foi au monde. Encadrés par la mission officielle djiboutienne du Hajj, les pèlerins ont bénéficié d'un accompagnement logistique et médical tout au long de leur parcours, depuis Mina jusqu'à Arafat. Des médecins, des guides religieux et des membres du ministère des Affaires religieuses veillent à leur sécurité et à leur bien-être. Et bien après le coucher du soleil, les pèlerins quitteront Arafat où ils passeront la nuit à la Belle Étoile et collecteront des pierres pour le rituel de lapidation de Satan à Mina. Eh bien, lors d'une intervention télévisée, le chef de la délégation officielle du Hajj, M. Ismaël Hassan, s'est réjoui du bon déroulement du pèlerinage à Arafat. Il a adressé ses vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l'ensemble des pèlerins djiboutiens présents sur les lieux. Il a souligné qu'aucun incident n'a été signalé, aucune perte humaine, ni personne égarée. Ce soir, nous nous dirigeons à Mouzalifi, a-t-il ajouté. Retour à Djibouti, et bien durant l'Eid al-Adha, la ville est en effervescence. À seulement 24 heures de ce moment béni, une vague d'enthousiasme et de ferveur déferle dans les rues, transformant la ville en un festival éclatant de couleurs, de rires et de préparatifs. Le cœur battant au rythme de la tradition et l'ambiance est électrique. La ville est en pleine effervescence. Les gens se ruent sur les marchés, les boutiques. Hommes et femmes, enfants défilent chacun à la recherche de la tenue parfaite pour briller le jour J. Kaftan richement brodé, djebala élégante et costumes impeccablement coupés. Les tailleurs s'affairent, apportent la touche finale de ces vêtements qui brilleront de mille feux, rappelons-le. Les enfants, le sourire aux lèvres, essayent leurs nouveaux vêtements, tandis que les parents échangent des regards fiers et étendus, fidèles
à la belle tradition de l'élégance vestimentaire à l'occasion de l'Eid al-Adha qui s'est parée de ses plus beaux atouts. Eh bien, la fête sacrée de l'Eid al-Adha, c'est aussi le marché au bétail de Balbala qui connaît une activité intense avec l'afflux grandissant des cheptels, bovins, ovins et caprins. Ce marché devient le centre névralgique pour les acheteurs en quête de bétail de qualité essentielle pour la célébration de cet événement religieux. Les véhicules déchargent quotidiennement leur cargaison, faisant du marché un lieu vibrant où se mêlent tradition, commerce et culture de la fête. Cette arrivée massive des bétails témoigne de l'importance de cette période pour les éleveurs et les acheteurs qui cherchent à se procurer des animaux en bon état pour célébrer l'Eid al-Adha. Les vendeurs conscients de l'importance de cette période ont préparé leur cheptel avec soin. Pendant notre tournage au marché de bétail de Balbala, les vendeurs comme acheteurs ont évoqué une fluctuation des prix de bétail à l'occasion de ce moment très important pour les vendeurs. Et bien, à chaque fête, l'ensemble de la police nationale était mobilisé pendant plusieurs soirs pour veiller à la sécurité et au bien-être de notre population, comme vous le voyez sur les images. Qu'il s'agisse de la place Mohamed Harbi, qui connaît en cette période une affluence monstre des personnes venues faire leur achat pour la Eid, ou sur les grandes artères, les policiers étaient déployés tous les soirs en vue de permettre aux Djiboutiens de faire leurs achats en toute quiétude. Les plages et les différents lieux de rencontre n'étaient pas en reste, puisque les policiers ont sillonné ces endroits pour veiller à la sécurité des Djiboutiens. Des barrages routiers et les principaux axes de circulation et des contrôles renforcés ont également été mis en place et mis partout dans les grandes artères de circulation. Ces dispositifs de sécurité en effet destinés à assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi en vue de permettre à la population djiboutienne de passer leur fête en toute sérénité. Je vous emmène vers le nord du pays où, dans la matinée d'hier, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Environnement, accompagnés du préfet de la région de Tadjoura, sont rendus tôt hier sur les lieux de l'incendie survenu dans la forêt du Daï. Cette visite avait pour but d'évaluer directement la situation et coordonner les efforts pour circonscrire le sinistre. À leur arrivée sur les lieux, les autorités ont constaté que le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura, le colonel Ali Chirem, ainsi que ses troupes, avaient déjà relativement maîtrisé en grande partie la propagation du feu. Saluant cette mobilisation efficace, le préfet et le ministre de l'Intérieur ont néanmoins décidé de renforcer les moyens d'intervention en déployant un hélicoptère pour assurer le transport rapide, extincteurs et équipements essentiels aux équipes de pompiers qui ont été dépêchées. Rappelons que des équipes de santé étaient également sur place, prêtes à intervenir avec une ambulance. Par ailleurs, la gendarmerie nationale a assuré non seulement l'escorte du cortège officiel, contribuant ainsi à la fluidité des opérations et à la sécurité, mais elle a aussi apporté son soutien actif aux équipes présentes sur les lieux. Parallèlement, le commandant de la zone de la gendarmerie nationale, accompagné d'une équipe d'OPJ, ont entamé une enquête pour établir les causes qui seraient à l'origine de l'incendie. Cette action immédiate et coordonnée a permis une maîtrise optimale de l'incendie et éviter ainsi des dégâts les plus importants à ces écosystèmes vitaux de la région. Rappelons bien que les espèces protégées de la faune et de la flore, telles que les francolins et les genévriers, ont été inéluctablement touchées par le sinistre. Eh bien, cette action immédiate et coordonnée a permis une maîtrise optimale de l'incendie et d'éviter ainsi des dégâts plus importants à ces écosystèmes vitaux de la région, bien que les espèces protégées de la faune et la flore, telles que les francolins, ont été inéluctablement touchées par le sinistre. Écoutons le ministre de l'Environnement. Avec la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur,
le préfet ainsi que le parlementaire de la région. Nous sommes sur le site où le fait s'est déclaré depuis hier. Ce site, comme vous le savez, est un parc national qui est un aire protégé. Plus de 1500 hectares de forêt s'est suivi, à 1800 mètres d'altitude de forêt d'Aï. Nous sommes exactement sur le site de Cheikh Abezid. Nous ne savons pas jusqu'aujourd'hui les causes réelles de cet incendie, ni le dégât. Les forces armées sont sur le site pour éteindre cet incendie qui s'est déclaré depuis hier. Comme vous le savez, ce parc recèle des espèces endémiques telles que le francolin et d'autres espèces protégées pour la République de Djibouti. Comme vous le savez, le francolin est une espèce rare qui se trouve dans notre pays. D'autres espèces, on peut dire, de flore, les fonds de flore ont été touchés. Plus de 360 espèces de plantes qui se trouvent dans ce site, de genévriers. Nous ne savons pas encore les dégâts, mais dans les jours à venir, nous pouvons situer et trouver des solutions pérennes pour protéger ce site qui est un aire protégé. Eh bien, le gouvernement réaffirme son engagement envers la protection de l'environnement et appelle à une vigilance accrue afin de prévenir toute reprise éventuelle de l'incendie, particulièrement en raison des proches de braises persistantes combinées à des vents forts. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Sur le site donc, de Cheikh Abezid, au sommet donc, du Mont Daï, on est en train donc effectivement de regarder, mesurer l'ampleur des dégâts qui ont été commis par cet incident vraiment regrettable qui vient de toucher donc, un patrimoine qui nous est très cher. Fort heureusement, il n'y a pas donc, de dégâts humains ou donc des animaux qui ont été touchés, des espèces donc, très rares qui n'existent que dans notre pays, qui ont été quand même touchés. Donc, au moment où je vous parle, le feu donc, a été plus ou moins donc, maîtrisé. Et je félicite donc, les forces donc, de défense et de sécurité, premiers à se rendre donc, sur le site, avec l'aide effectivement donc, de la population donc, du Daï, et qui ont donc maîtrisé en grande partie le feu avec des moyens donc rudimentaires. Des pompiers donc sont là également aussi pour pouvoir donc user de leurs moyens à ce que effectivement ce feu soit complètement maîtrisé. Les forces de sécurité sont en train de mener donc leur enquête pour chercher les causes de cet incendie et donc et de punir si cela donc s'avère les coupables qui ont quand même fait ce qu'on appelle c'est un acte criminel. Retour à Djibouti où la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption a signé hier au Palais du Peuple des protocoles d'accord avec des organisations de la société civile lors d'une cérémonie officielle. Parmi les signataires figuraient le Conseil national de la société civile, l'ONG Bander Jidid, l'association Mouvement de la jeunesse une et indivisible, ainsi que l'ONG PLA. Cet engagement traduit un renforcement majeur de la coopération et les organisations de la société civile mobilisées dans la lutte contre la corruption. Les accords établis visant à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption, promouvoir la transparence et la bonne gouvernance et encourager l'implication citoyenne. Dans son discours inaugural, la présidente de la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption, Mme Badria Zakaria Cheikh Ibrahim, a expliqué les dangers de la corruption qui freinent le développement économique, découragent l'investissement et fragilisent les institutions. Elle a également rappelé les dispositions spécifiques de la loi 103 qui encouragent la participation de la société civile à travers la promotion et la transparence, l'éducation et la sensibilisation. Civils et les médias peuvent nous aider à rompre la chaîne de la corruption. Comme un écho à cette conviction exprimée par le président de la République, la loi 103 de mars 2024 relative à la prévention et la lutte contre la corruption consacre 2 articles entiers à l'émergence et au rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption. Il s'agit en l'occurrence de l'article 30 qui dispose que la participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption doit être encouragée à travers notamment la transparence des processus de décision et la promotion de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le substitut du procureur général a présidé la cérémonie conjointe de clôture des stages internationaux de directeurs d'enquête et de techniciens en identification criminelle. L'événement qui s'est tenu au centre de conférence lieutenant-colonel Hush Roble Idli. Cette cérémonie a rassemblé plusieurs hautes autorités, notamment le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional d'Arta, Madame la première conseillère de l'ambassadrice de France à Djibouti, le colonel chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Zakaria Hassan, les colonels attachés de sécurité et de défense auprès de l'ambassade de Turquie, le directeur général du DPCR, Abdi Ibrahim Farah, les représentants des directeurs de la sécurité nationale, du commandant de la garde-côte, du directeur général de la police nationale et d'attachés militaires de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, ainsi que de nombreux officiers de la gendarmerie. Les 35 stagiaires originaires de plusieurs pays d'Afrique et de la région et de l'océan Indien ont reçu leur diplôme et un signe des mains des officiers et officiels. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise des présents au colonel Zakaria Hassan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, par le président des promotions avant de se conclure par la traditionnelle photo de famille. Eh bien, les présidents de deux promotions ont tour à tour pris la parole pour souligner la qualité des enseignements dispensés par l'EU3PJ ainsi que le rôle majeur de l'établissement dans le renforcement des compétences professionnelles et des liens de coopération entre les pays africains. Écoutons-les. C'est avec une grande fierté et un profond sentiment d'accomplissement que nous nous réunissons aujourd'hui à Djibouti, terre d'accueil, dans ce beau cadre pour la cérémonie marquant la sortie de la 11e promotion de directeur d'enquête. Cette formation tombe à point en raison de la complexité des situations multiples de commission de crimes dans nos différents pays. Elle nous permet d'avoir toutes les méthodes par lesquelles nous pouvons aboutir à la résolution d'une affaire criminelle et apporter des preuves irréfutables pour confondre les délinquants afin que la justice condamne le vrai délinquant et non un inconnu. Nous tenons à remercier d'abord la coopération internationale de Djibouti pour son invitation qui nous a permis de venir suivre cette formation. Nos remerciements sont vont droit à la coopération française qui a facilité notre déplacement vers Djibouti. Nous remercions le directeur des études qui a permis que nous ayons un programme de cours cohérent. Nos remerciements vont droit aux formateurs pour leur sens de dévouement. Ils ont utilisé des méthodes d'apprentissage qui nous a permis l'assimilation des cours sans difficulté. Il y a 9 semaines, nous sommes arrivés ici avec nos bagages, nos uniformes et nos attentes aussi. Aujourd'hui, nous repartons avec beaucoup plus du savoir, des outils, une vision renouvelée de notre mission et une fraternité forgée par l'effort. La formation TIC 12 n'a pas seulement été une série de modules, c'était un défi quotidien, comprendre, expérimenter, analyser. Fraude documentaire, scène de crime ou empreinte digitale, chaque compétence acquise est une responsabilité nouvelle que nous emportons avec nous vers nos pays. Mais au-delà du savoir, c'est l'humain qui nous a le plus marqués. Nous étions des professionnels venus de différents horizons
et nous sommes devenus une équipe et même une famille. Et aujourd'hui, permettez-moi de dire avec fierté que la promotion TIC 12 a obtenu les meilleurs résultats de toutes les promotions précédentes. En tant que Tunisien, je suis particulièrement honoré d'avoir vécu cette expérience dans le cadre d'une coopération franco-africaine ambitieuse. L'école EI 3PJ en est un exemple vivant. C'est une école de haut niveau, dotée de laboratoires modernes, bien équipés, et d'une équipe pédagogique remarquable. C'est ici que se forme une Afrique compétente, exigeante et rigoureuse. Enfin, je veux dire un grand merci à Monsieur le directeur de l'école pour sa confiance. Merci à tous et que vive l'unité, la compétence, la justice et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Eh bien, le directeur intérimaire de l'EI 3PJ, le capitaine Abdurrahman Ousmane Ismail, a salué l'assiduité et l'engagement des stagiaires, mettant en lumière l'intensité et la rigueur des 2 programmes de formation. Écoutons-le. Il n'y a pas d'enquête dans le monde d'aujourd'hui qui se passe sans les spécialistes en identification criminelle. Les stagiaires ici présents sont mis en situation sur un thème complexe sur le trafic et la traite des êtres humains. Au cours de cette enquête, les stagiaires ont procédé à tous les actes d'investigation dans le respect de la légalité. Dans une enquête, chaque rôle compte. Le directeur d'enquête coordonne les recherches et décide des orientations à suivre et veille à ce que chaque piste soit exploitée. À ses côtés, le technicien pour l'identification criminelle se concentre sur la scène de crime. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, je voudrais ici placer quelques remerciements. Je voudrais transmettre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour sa contribution et son soutien à accepter la création de ce pôle d'excellence de la police judiciaire. Mais aussi d'accueillir sur le sol djiboutien les stagiaires des pays frères et amis du continent africain et ceux de l'océan Indien. J'exprime également mes sincères remerciements à la Première Dame, présidente de l'UNFD, pour la mise à disposition des experts de cette organisation lors des nombreuses interventions réalisées au profit des stagiaires de l'EI 3PJ. Cela permet de contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre. À Madame la chargée d'affaires de l'ambassade de France, je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à la République française pour son appui constant à l'EI 3PJ. Depuis longtemps, nous partageons des valeurs, dont celles liées à la francophonie, et nous entretenons des relations de coopération fructueuses. J'adresse également mes remerciements aux partenaires traditionnels, l'OIM, le CNDH, le CICR, l'UNICEF, pour leur contribution et expertise apportée au profit des stagiaires. Enfin, chers stagiaires, je vous souhaite un très bon retour dans vos pays respectifs. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Et enfin, M. Aboubakar Ahmed Doubet, substitut procureur, a insisté sur l'importance de la coopération entre les professionnels africains en mettant l'accent sur les pratiques d'enquête fondées sur la collecte des preuves matérielles plutôt que sur les aveux. Écoutons-le. Mesdames et messieurs,
C'est avec un immense honneur et fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'autorité judiciaire de notre nation. À l'occasion de cette cérémonie si solennelle, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'aboutissement de 2 formations d'excellence qui font aujourd'hui la fierté de l'E3PJ. Nul besoin de le rappeler maintenant, le U3PJ est un joyau national au service de la sécurité régionale. Depuis son inauguration en mars 2019, le U3PJ est devenu un creuset d'élite où se forment les meilleurs éléments de la police judiciaire de notre région. À chaque promotion, comme la vôtre, Djibouti confirme son rôle de carrefour stratégique dans l'espace sécuritaire, régional et international. Permettez-moi d'exprimer notre plus grande gratitude d'abord à son Excellence le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, véritable architecte de cette institution d'élite, au directeur de l'école, gardien infatigable de nos standards d'excellence, et aux formateurs dont le savoir et la rigueur façonnent des professionnels complets. Chers récipiendaires, votre parcours n'a pas été simple. Il vous a été demandé discipline, rigueur et persévérance. Vous en sortez aujourd'hui armés des méthodes d'enquête solides, des techniques scientifiques précises et d'une vision stratégique des investigations. Vous devenez dès aujourd'hui les nouveaux artisans de la justice pénale internationale. Mais ce diplôme n'est pas un aboutissement, c'est un engagement, une mission. Il vous confie 3 responsabilités sacrées. Appliquer avec rigueur tout ce que vous avez appris, partager ce savoir dans vos institutions et incarner l'éthique professionnelle de l'EI3PJ. À nos récipiendaires venus d'ailleurs, vous repartez avec l'esprit de cette école, ses valeurs. Vous devenez les ambassadeurs vivants de notre engagement commun pour une police judiciaire moderne et éthique. Vive la coopération internationale policière, vive l'EI3PJ, vive la République du Djibouti. Je vous remercie. Direction le sud du pays, où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sébié, en collaboration avec les éléments de la police détachement d'Ali Sébié, ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la ville d'Ali Sébié une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total a été estimé à 2600 kg de khat, les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié. De là, nous passons vers le nord du pays, où dans la salle de réunion du conseil régional de Boc s'est tenu un atelier de lancement officiel du projet de renforcement de l'engagement communautaire dans la lutte contre la malnutrition, organisé par l'association AFOD avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cet atelier a réuni le président du conseil régional, le représentant de la préfecture, les services de confronter les organisations de la société civile locale ainsi que des membres des communautés bénéficiaires. L'objectif de cet atelier est de présenter les objectifs, les axes d'intervention, les résultats attendus du projet qui s'étendront avril 2025 à janvier 2026 dans 5 localités de la région qui sont Fantahiro, Ulma, Boussali, Andoli et Bassidirou. Le projet vise à améliorer la détection précoce des cas de malnutrition, promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles et renforcer la redevabilité communautaire. Les participants ont salué l'approche participative du projet, la place donnée au relais communautaire et l'importance du rôle des femmes dans la prévention. Ils ont réaffirmé leur engagement à appuyer la mise en œuvre en facilitant l'accès aux zones d'intervention. Je suis très ravie de lancer ce projet aujourd'hui aux côtés de la FOD. Je suis très fière de travailler avec la FOD, avec son équipe, aux côtés des autorités également, du CMH, depuis maintenant plusieurs années. Ce sera le 3e partenariat que nous démarrons avec la FOD. Eh bien, cet atelier marque
Ainsi, une étape essentielle dans la réponse collective aux enjeux nutritionnels à Obok, avec pour ambition partagée de faire reculer la malnutrition. Écoutons les autorités locales de la région d'Obok. Je voudrais d'abord remercier le partenaire qui est l'UNICEF, avec lequel le conseil régional a un PTBA pour la deuxième année, qui a bien voulu nous aider à pallier donc, à ces manquements, à savoir comment réguler cette situation dans des zones où il n'y a pas de poste de santé. Nous sommes unanimes avec les médicaux aussi que la couverture dans des zones où il n'y a pas de poste de santé doit s'accélérer. Aujourd'hui, en parlant de la malnutrition, c'est un problème de santé qui touche à l'enfant et aux femmes qui sont donc allaitantes et aux femmes qui sont enceintes. Donc c'est un processus qui a commencé il y a 1 an et demi, il y a 2 ans. Ce n'est pas la première fois que cette association fait ce travail. Il y a également d'autres associations comme Oubki qui font la même chose. Il y a d'autres associations qu'on va également appuyer pour couvrir des zones qui sont éloignées. Donc on a entendu une bonne présentation. Je voudrais vraiment dire un grand bravo à l'association AFOD pour ce travail important, car sur le terrain, ils ont des femmes qui font les sensibilisations, des animatrices et des animateurs, mais il y a également donc, un superviseur qui regarde ce qui s'est fait. Donc nous attachons une grande importance à ce que vraiment la malnutrition, dépister c'est bien, mais traiter également il le faut après. Et les soucis que nous avons et sur lesquels on est en train de bien réfléchir, c'est que ce travail soit un travail périn. Donc aujourd'hui, l'UNICEF nous appuie. Le ministère de la Santé, ici donc, représenté par l'infirmier-major, M. Oudoum aussi, est avec nous. La préfecture, elle est là, l'association et les chefs du village des localités qui sont concernées, qui sont Fantaherou, Bossali, Andoli, Bissidiro et Ulma. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également d'autres zones qui sont encore plus éloignées que ces zones-là et qui restent derrière la sous-préfecture et derrière l'Indada. En pensant à ça, on peut citer, comme l'a fait Oudoum, Dadato, on peut parler de Labhinda, on peut parler de Adgueno. Voilà. Donc, toute cette zone qui est éloignée, où il n'y a aucune infrastructure de base, a également besoin d'être appuyée dans ce domaine-là. Dans l'actualité internationale, je vous le disais, un projet de résolution présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies réclame un cessez-le-feu et à l'accès humanitaire à Gaza, où la malnutrition est largement répandue, a été rejeté en raison d'un veto posé par les États-Unis. Les États-Unis ont en effet exercé leur droit de veto contre ces projets qui appellent à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza. Les 14 autres membres du Conseil de sécurité, qui comptent 15 pays, ont voté en faveur de la résolution. Celle-ci qualifiait également la situation humanitaire à Gaza catastrophique et appelait Israël à lever toutes les restrictions entravant l'acheminement de l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens vivant dans le territoire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Télé Djibouti. Et enfin, Eid Mubarak à vous et à vos proches.